Jean-Kevin Junior joue à des jeux vidéo en ligne. Ah, mais c'est pas vrai, y'a Mako qui crache juste avant le top 1. Mais qui a programmé ça, sérieux? Ah là là, Jean-Kevin, au lieu de critiquer, sais-tu au moins quelle merveille technologique te permet de jouer à tes Fortnite et autres League of the Legends? Mais je m'en fous, moi, papy. Moi, je voulais faire top 1 sans l'aide d'aucun copain. Très bien, Jean-Kevin. Laisse-moi donc te raconter l'histoire de l'invention d'Internet. Mais laisse-moi, papy. Notre histoire commence en 1966. À cette époque, l'informatique est déjà bien implantée dans les laboratoires de recherche. Mais il y a cependant une énorme limitation. La transmission de données. En effet, si tu possèdes des résultats d'expérience et que tu penses qu'ils peuvent être utiles à tes copains à l'autre bout du continent, le seul moyen de leur envoyer ces données, c'est de les copier sur une bande magnétique, puis de l'envoyer par la poste. Ah, c'est sûr que c'était une autre époque. En vérité, il existe bien une autre manière de communiquer ces données, mais elle comporte énormément de défauts. Il est possible d'utiliser les technologies normalement utilisées par les téléphones pour envoyer des données informatiques. Mais le problème ici, c'est que non seulement le débit est assez faible, on parle de quelques bits par seconde, donc c'est sûr qu'il faut pas être pressé, mais surtout les communications ne sont absolument pas standardisées. C'est-à-dire que pour chaque communication entre deux ordinateurs, il va falloir reprogrammer de zéro la façon dont les deux ordinateurs communiquent. Donc c'est une installation qui se fait au cas par cas. Et il y a une personne qui souffre tout particulièrement de cette non-standardisation des communications. Et cette personne, c'est Robert Taylor. En effet, en 1966, notre Robert, il est promu à la tête du bureau du traitement de l'information de l'ARPA, un laboratoire scientifique sous tutelle du département de la défense des États-Unis. Donc autant vous dire que l'argent ne devait jamais être un problème pour le confort de ses recherches. Et grâce à cet argent, notre cher Robert, il décide d'installer ces fameux canaux téléphoniques afin de transmettre des données informatiques avec 3 labos situés un peu partout aux USA et avec lesquels il travaille. Alors ces canaux fonctionnent très bien, mais là où Robert va très vite déchanter, c'est qu'à cette époque, les communications sont justement tellement pas standardisées qu'il est obligé d'avoir un terminal différent, donc un terminal c'est juste clavier plus écran, pour parler avec chacun des 3 labos. En gros, à chaque fois que Robert a fini de parler avec quelqu'un du labo 1, il est obligé de lever son gros cul et d'aller se poser devant un autre écran avec un autre clavier pour parler à un autre gars du labo 2. Et cette situation, Robert, ça ne lui plaît pas du tout, à tel point qu'il déclare « Mec, ce qu'il me reste à faire est évident, il nous faut un terminal qui nous permette d'aller partout où tu veux et où il existe un ordinateur interactif. » Ouais, pour ceux du fond qui n'ont pas compris, il vient d'avoir l'idée de ce qui sera à la base de l'invention la plus importante du XXe siècle, Internet. Et tout ça uniquement parce qu'il avait la flemme de bouger ses grosses fesses. Perso, je trouve ça marrant. Et notre cher Robert, c'est un homme d'action, car il va décider d'embaucher Lawrence Roberts afin de donner vie à son projet en lançant ARPANET. Alors justement, le but d'ARPANET, c'est d'être un moyen de communiquer entre ordinateurs qui résout les problèmes qu'on avait avec les communications téléphoniques à l'époque où une ligne ne pouvait relier que 2 ordi entre eux. Et l'idée géniale derrière ARPANET, qui va permettre de régler ce problème, ça va être de diviser l'information par paquets. En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu veux envoyer une certaine quantité de données, on va découper ces données en paquets de taille plus petite. Puis à chaque paquet, on va coller une adresse et le numéro de son emplacement par rapport aux autres paquets. En gros, en combienième il faut le lire, quoi. Puis on envoie ces paquets à un IMP, qui est l'ancêtre du routeur, qui va calculer quel est le chemin optimal pour arriver à la destination et l'envoyer. Le fonctionnement par paquet fait que le système est super robuste, car si jamais un paquet est perdu, on peut réenvoyer uniquement le paquet manquant, et en plus les paquets sont assez indépendants et ils peuvent passer par différents chemins si nécessaire. Mais à la fin, comme ils sont numérotés, on sait quand même dans quel ordre il faut les lire. Et ce fonctionnement par paquet, il est encore utilisé dans l'internet d'aujourd'hui. Donc ouais, sacré flex pour un projet des années 60. Quelque chose qu'on peut d'ailleurs déjà noter et qui va être au cœur de la philosophie d'internet depuis cet instant et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable volonté de décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui contrôle réellement internet, mais à la place les communications se font avec les câbles disponibles, peu importe à qui ils appartiennent. Le réseau ARPANET est alors lancé en 1969 et regroupe alors 4 universités/instituts de recherche et est utilisé tout d'abord pour du partage de fichiers, mais rapidement essentiellement pour la communication par mail, inventée en 1971. Mais malgré l'énorme révolution que constitue ARPANET, ce réseau a encore de nombreux problèmes. Et en fait, peut-être un de ses principaux, c'est qu'il n'est pas tout seul, mais qu'il a des concurrents. Par exemple, notamment le réseau Cyclade en France dès 1971, Cocorico, ou encore le réseau X25. Et le problème, c'est que ces différents réseaux ont tous des conventions différentes qui les rendent incompatibles. Donc si on veut étendre encore Internet, il va falloir a priori en choisir un. Sauf que non! Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la philosophie d'Internet c'était de faire quelque chose de décentralisé, où personne seul n'a vraiment la main sur ce qui se passe? Bon, et ben déjà ça enlève la possibilité de choisir un réseau financé par l'armée américaine, hein, soyons sérieux 2 minutes, mais surtout ça va aboutir au fait qu'aucun réseau ne va être choisi, car à la place, Robert Kahn et Vinton Cerf vont inventer le protocole TCP/IP en 1993, qui va définir des conventions afin que n'importe quel 2 réseaux différents puissent communiquer ensemble. Donc au final, Internet devient un réseau de réseaux. Et en fait, cette décision, même si elle peut sembler un peu absurde, elle est en fait parfaitement logique. Parce que même si ne pas vouloir choisir de réseau pour pas faire de jaloux c'est cool, la réalité derrière c'est qu'en fait ce n'est même pas possible.
La raison, c'est qu'on a envie qu'Internet soit disponible depuis des ondes satellites par exemple, et ça ce sont des réseaux qui de toute façon ne pourraient pas utiliser le même protocole que les ordinateurs classiques, pour des raisons techniques. Et l'idée géniale de TCP/IP pour régler tous ces problèmes, ça va être de diviser les communications en 4 couches indépendantes. En gros, chaque couche gère une fonction et utilise les autres couches comme une boîte noire, ce qui va nous permettre de changer n'importe laquelle des couches par une autre et que ça marche encore, et donc de garder une compatibilité maximale. Les 4 couches sont alors les suivantes. La couche d'application, qui est ce que voit et contrôle directement l'utilisateur, par exemple le protocole HTTP appartient à cette couche. La couche de transport, qui vérifie que tous les paquets sont bien arrivés à la destination. La couche Internet, qui trouve le chemin optimal par lequel doivent passer les paquets envoyés. Et la couche d'accès réseau, qui gère comment l'information passe entre deux machines qui sont à côté dans le réseau. Par exemple le Wi-Fi entre ton PC et ta box, ou encore la fibre. Et c'est là qu'on voit le génie derrière le modèle des couches. Parce que tu peux comme ça passer du Wi-Fi à l'Ethernet sans avoir rien d'autre à recoder que la couche d'accès réseau. Bref, grâce à ce protocole et aux liens intercontinentaux, grâce aux satellites notamment et surtout à l'installation de câbles qui passent sous les océans, Internet connecte enfin toutes les machines du monde entier. Toutes? Non. Un village résiste encore et toujours à l'envahisseur Internet, le grand public. Parce que oui, pour l'instant Internet c'est quand même un truc de gros nerd. C'est en gros des gens qui s'envoient des données depuis des bons gros terminaux textuels bien dégueux à coups de lignes de commande. Et c'est là que rentre en jeu Tim Berners-Lee, qui va inventer le web en 1991. Alors peut-être que vous vous dites, mais attends 2 minutes, le web c'est pas la même chose qu'Internet? Eh ben non, pas exactement. En fait, Internet c'est le moyen qu'utilisent les ordinateurs du monde entier pour communiquer entre eux. Et le web, ce n'est qu'une application d'Internet, qui permet de créer des sites web. Plus précisément, Tim, il invente 3 choses. Le langage HTML qui structure les pages internet, le protocole HTTP qui est le protocole à suivre quand on veut communiquer avec un site web, et les URL qui sont une adresse unique à chaque site web et qui permettent donc de s'y rendre facilement. De plus, Tim il rend le code de tout ça accessible gratuitement par tout le monde. Comme ça, ce sera très facile pour n'importe qui de créer son propre site. Donc ouais, merci pour les services clairement. Si on rajoute à ça l'arrivée du premier navigateur graphique, Mosaic, ça fait que n'importe qui peut créer son propre site web et accéder au site de n'importe qui. Mais on a encore un autre problème. Si tu veux accéder à un site, il faut que tu connaisses son URL. Tu sais, son adresse unique là. Et si tu ne sais pas à l'avance que le site existe, tu n'as aucun moyen de le trouver. Alors au début, notre cher Tim, il a un petit cahier où il liste tous les sites web existants. Et rapidement, on voit l'arrivée d'un site qui liste tous les sites. Voire même d'un site qui cite tous les sites qui ne se citent pas eux-mêmes, mais bon, personne n'arrivait à décider si ce site devait s'autociter. Mais bref, le problème c'est que jusque-là, tout est fait à la main. Et vu l'augmentation exponentielle du nombre de sites, ça va rapidement devenir intenable. C'est donc là qu'on voit l'apparition des moteurs de recherche, où tu tapes juste la description de ce que tu as besoin dans la barre de recherche, et le moteur de recherche va te renvoyer la liste des sites les plus pertinents correspondant à ta recherche. Le problème, c'est comment est-ce qu'on définit si un site est pertinent ou pas. Et c'est là-dessus que les premiers moteurs de recherche se sont cassés les dents. Par exemple, certains se basaient sur le nombre d'occurrences des mots-clés, ou encore faisaient un ranking manuel, mais c'est en 1998 que sort le moteur de recherche qui va mettre tout le monde d'accord, Google, avec leur algorithme révolutionnaire, le PageRank. En gros, le principe du PageRank, c'est que plus un site est référencé par d'autres sites, plus il est jugé comme pertinent. Et plus un site est jugé comme pertinent, plus il augmente la pertinence des sites qu'il référence. Je te mets une vidéo plus détaillée sur le sujet en description. Enfin bon, maintenant que n'importe qui peut créer son site, et qu'on peut facilement trouver le site le plus pertinent sur le sujet qui nous intéresse, toutes les pièces sont alors rassemblées pour un véritable raz-de-marée. En effet, Internet c'est aujourd'hui plus de 1 milliard de sites web, plus de 200 millions de mails envoyés par minute, et plus de 60 millions de messages WhatsApp. Et petit à petit, tous les services classiques vont se faire remplacer par leur équivalent Internet. Par exemple, YouTube éclipse maintenant complètement la télé, surtout chez les moins de 30 ans, les emails, comme on en a déjà parlé, ont signé l'arrêt de mort de la poste, Twitter a complètement remplacé les chasses aux sorcières, et Wikipédia, autrefois décrit par tous les professeurs et aujourd'hui considéré comme une source sûre et de qualité. Et ce que j'ai finalement envie de dire, c'est que l'histoire d'Internet est un peu à son image. Je m'explique. En fait, la philosophie dominante sur Internet est une philosophie assez libertarienne. C'est-à-dire que tout a été fait pour que rien ne soit jamais sous le contrôle d'une seule personne. On aurait pu donner la gestion des communications à l'État, comme avec la Poste ou le télégramme, mais non. Ici, l'État, c'est un utilisateur comme un autre, avec plus de moyens c'est vrai, mais il n'a pas de privilèges particuliers. Et de cette même manière, Internet est également une invention communautaire. C'est-à-dire que là où par exemple Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique, ou encore James Watt a inventé la machine à vapeur, il n'y a pas réellement un inventeur à Internet. Évidemment, il y a des pionniers très importants, comme Tim Berners-Lee ou Robert Kahn. Mais Internet, c'est en réalité plein de personnes différentes qui ont chacune apporté leur pierre à l'édifice, et qui a mis plus de 30 ans avant d'arriver à un état proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Bref, si tu veux justement voir comment on peut utiliser le côté décentralisé d'Internet pour créer une monnaie décentralisée, alors je t'invite à regarder ma vidéo sur les bitcoins et plus globalement les crypto-monnaies.